Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous propose de commencer. Alors, madame la rapporteure, chers collègues, nous poursuivons donc ce matin notre nouveau cycle de travaux consacré à la prise en compte du handicap dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale avec deux nouvelles tables rondes consacrées à la situation dans ce domaine des collaborateurs parlementaires. La première concernera les syndicats et la seconde, à 10 heures, des associations intervenant dans ce domaine. Je rappelle que notre groupe a choisi de se réunir tous les mardis matins jusqu'à 11 heures et que la phase de nos travaux consacrés au handicap à l'Assemblée s'achèvera à la fin du mois de mai avec la remise de nos propositions au bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons débuté la semaine dernière notre cycle d'audition par une table ronde réunissant les syndicats représentant les personnels de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une autre catégorie de personnes jouant un rôle essentiel au quotidien dans le fonctionnement de l'Assemblée et en soutien des députés, les collaborateurs parlementaires, qui sont des salariés de droit privé choisis par les députés pour les assister personnellement. Certains de ces collaborateurs travaillant au sein des groupes politiques et pas uniquement auprès d'un et d'une seule députée. Nous recevrons ultérieurement des associations représentant les personnes en situation de handicap ainsi que des acteurs institutionnels comme le secrétariat d'État chargé des personnes handicapées ou encore certains services de l'Assemblée nationale concernés d'une manière ou d'une autre par l'amélioration de la prise en compte du handicap. Pour cette première table ronde, nous avons pu réunir aujourd'hui des représentants de 4 syndicats. Il s'agit par ordre alphabétique de la CFDT, de la CFTC, de FO et du syndicat solidaire. Avant de céder la parole à madame la rapporteure et aux représentants de ces syndicats, je voudrais vous donner déjà quelques éléments généraux sur ces organisations qui pourront compléter ou corriger, si nécessaire, les informations dont nous disposons. Alors, pour la CFDT SMA, donc créée ici à l'Assemblée en 2008, la CFDT SMA, qui est la Confédération française démocratique du travail, syndicat des mouvements et associations de l'Assemblée nationale, vise à défendre les droits des assistants parlementaires à l'Assemblée nationale, mais aussi en circonscription. Elle est aujourd'hui représentée par monsieur Brian Sorana, qui est secrétaire de section de ce syndicat, qui était déjà venu d'ailleurs à la précédente session. Présentation de la CFTC. Donc, alors, le CFTC Parlement, créé beaucoup plus récemment en 2016, la CFTC Parlement est rattachée à la Confédération française des travailleurs chrétiens et a signé le premier accord collectif pour les collaborateurs parlementaires. Elle se déclare particulièrement attachée à l'épanouissement personnel des travailleurs et au respect d'un principe de subsidiarité dans l'élaboration des règles sociales. Créé en 2013, donc le NCP-FO, le syndicat national des collaborateurs parlementaires, est composé de collaborateurs de tous les groupes politiques. Il les conseille et les informe sur leurs droits au travail et peut les accompagner particulièrement en cas de situation difficile, ce qui recouvre certainement le cas des collaborateurs en situation de handicap. Solidaire Assemblée nationale, créée en 2015, Solidaire Assemblée nationale a pour particularité d'être composée à la fois de collaborateurs parlementaires, de fonctionnaires de l'Assemblée nationale, de contractuels de droit public et salariés de droit privé travaillant à l'Assemblée nationale, par exemple à la boutique ou au salon de coiffure. Je rappelle à nouveau que notre groupe de travail ne remplace pas le dialogue social et vise uniquement à étudier les moyens d'améliorer la prise en compte du handicap à l'Assemblée. Dans ce cadre, nous sommes vivement intéressés par vos avis et vos propositions sur ce thème. Vous avez certainement été confrontés dans votre expérience professionnelle à cette question du handicap au sein de votre institution et plus particulièrement parmi les collaborateurs parlementaires. Il me faut également vous rappeler que cette table ronde est organisée sur une durée maximale d'1 heure. Je vous propose d'abord de vous présenter très brièvement les uns les autres avant que nous ne vous posions, Jacqueline Maquet et moi-même et d'autres députés, de premières questions. Donc nous allons commencer peut-être par vous, la CFDT. Merci monsieur. Merci Monsieur le Président. Donc Brian Sourana, secrétaire de section de la
Confédération française démocratique du travail au sein de l'Assemblée depuis le mois de novembre. Pour précision, cela fait depuis le mois d'août que je suis en poste en tant qu'attaché parlementaire à l'Assemblée nationale. Voilà. Merci, monsieur. Monsieur, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, bonjour, Messieurs les députés. Gonzague de Chanterac, moi je suis collaborateur parlementaire depuis 6 ans et je représente donc la CFTC Parlement. Voilà, donc présenté essentiellement aujourd'hui à l'Assemblée, mais également au Sénat. Merci, monsieur. Madame. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, donc Trixie Messonnier, je suis la représentante du syndicat national des collaborateurs parlementaires FO, et nous tenions à vous remercier pour l'organisation de cette nouvelle, alors c'est une table ronde cette fois-ci, mais une nouvelle audition qui permet cette fois-ci de mettre en lumière la thématique du handicap, parce que ça n'a jamais été organisé à l'Assemblée, et je pense que c'est une problématique très importante. Merci. Monsieur, pardon. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, je suis Alexis Gerzonas, membre du bureau du NCP FO. Je pense que certains d'entre vous ici me connaissent et connaissent ma situation. Je suis évidemment très heureux de pouvoir partager mon expérience longue de bientôt 6 années dans la maison. Voilà. Merci, monsieur. Monsieur. Bon, merci, oui, effectivement, de tenir cette table ronde sur la question du handicap. Je m'appelle Arthur Moreau, je suis attaché parlementaire de député depuis le mois de septembre et à Solidaire, au bureau de Solidaire depuis le mois de septembre aussi. Merci, monsieur. Madame, pour finir. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame, Messieurs les députés. Laurent de Saint-Cernin, je suis attachée parlementaire depuis le mois de juillet à l'Assemblée nationale et avant, j'étais au Sénat. Merci, madame. Je laisse la parole à madame la rapporteure pour entamer peut-être le premier set de questions. Oui, très bien. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous pour votre présentation et votre participation à ce groupe de travail. Moi, je vais reposer la question, mais j'ai entendu dire que j'avais déjà la réponse. Alors, ma question, la première, je vais vous poser une série de 3 questions, vous y répondrez, et après, les collègues poseront aussi leur série de questions. Avez-vous déjà participé à une précédente réflexion conduite par l'Assemblée sur cette thématique, et le cas échéant, quel bilan tirez-vous de votre contribution passée ? Vous me direz si ça existait ou pas. À votre avis, ça c'est la deuxième question, l'Assemblée nationale prend-elle suffisamment en compte le handicap dans son fonctionnement ? Avez-vous déjà recueilli des témoignages de collaborateurs se plaignant d'une mauvaise accessibilité de locaux ? Ou avez-vous été personnellement témoin d'une situation où un collaborateur en situation de handicap n'a pu accéder à l'un des bâtiments de l'Assemblée nationale ? Et enfin, la troisième question pour la première série. Les députés vous semblent-ils suffisamment sensibilisés à l'enjeu du handicap ? L'Association des députés employeurs prend-elle en compte la problématique du handicap dans son agenda ? Cette association pourrait-elle, selon vous, être l'instrument d'une meilleure intégration dans l'emploi de collaborateurs en situation de handicap ? Merci. Merci, madame la rapporteure. Qui veut commencer à répondre? Oui, je vous en prie, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Donc, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, au nom du syndicat que je représente, de vous remercier pour cette nouvelle participation aux auditions du groupe de travail relatif aux conditions de travail à l'Assemblée et au statut des collaborateurs parlementaires. Le sujet aujourd'hui étant la question de la prise en compte du handicap dans le fonctionnement de l'Assemblée. Pour répondre à votre première question, Madame la rapporteure, dans un titre personnel, oui, j'ai déjà participé à des réflexions sur la question du handicap. Est-ce que c'est à l'Assemblée nationale? Non, jamais. C'était plus dans un milieu associatif ou syndical plutôt que au sein de notre belle institution. Et puis, sur votre deuxième question, l'Assemblée nationale prend-elle en compte la question du handicap? Écoutez, d'une part, pour tout vous dire, en préparation de cette table ronde, j'avais essayé de trouver des éléments statistiques sur le nombre de collaborateurs parlementaires qui souffraient
des situations de handicap reconnues par le ministère, eh ben, nous n'avions pas de chiffres tangibles à ce niveau. Alors peut-être qu'ils existent et que la personne n'a pas pu me les fournir, mais voilà, ça donnait déjà un premier sentiment de la reconnaissance, mais aussi de la connaissance que nous avons des difficultés, mais aussi du nombre de personnes qui ont ce type de problématique. Et puis, en matière d'exemple, il me semble, alors peut-être que je me trompe, que l'Assemblée nationale aujourd'hui, enfin les bâtiments de l'Assemblée nationale, par exemple, si je prends que la question des personnes à mobilité réduite ou des personnes qui ont un handicap visuel, n'a pas d'aménagement prévu à cet effet. Bien sûr, on retrouve certaines plateformes qui permettent en général aux personnes à mobilité réduite, par exemple, de prendre un couloir qui aura un escalier, etc. Mais elles sont déjà faites aussi dans le cadre du travail de l'organisation de l'Assemblée, de la manutention, etc. Donc, un cadre spécifique et objectif sur la question du handicap, pour l'instant, non. Sur un point critique, un exemple que je peux prendre, ce serait prenez un couloir, un bâtiment de l'Assemblée où un ascenseur, une aile ou un ascenseur ne fonctionnerait pas aujourd'hui. Pour une personne qui ne connaît pas de handicap, la question est simple, je prends l'escalier et je suis dans mon bureau. Pour une personne qui a déjà une situation de handicap à mobilité réduite, si je prends que cet exemple, c'est toute une difficulté et tout un parcours avant de pouvoir accéder à son bureau. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre en place des éléments qui permettent aujourd'hui de régler ce type de problématique, sachant que si l'ascenseur est en panne sur tout le long de l'année, je ne vous dis pas ce que ça peut être en matière de vécu. Enfin, est-ce que nous avons des aménagements pour les personnes en situation de handicap visuel, si je prends que cet exemple, pour l'instant, pas à ma connaissance. Si je prends l'exemple d'une grande entreprise comme Pôle emploi, des parcours spécifiques qui permettent aux personnes en handicap visuel de pouvoir s'orienter dans les bâtiments existent, de par le toucher, de par des lignes spécifiques qui sont mises en place. Donc je pense qu'il est vraiment essentiel, nous pensons qu'il est vraiment essentiel, à l'Assemblée nationale, étant quand même le cœur battant de la République, de pouvoir montrer l'exemple, sachant qu'aujourd'hui on demande à ce que les entreprises, de par la loi, aient à peu près 6% d'employés qui soient reconnus ayant une situation de handicap, qu'un certain nombre d'aménagements sont déjà demandés aux entreprises et aux grandes entreprises de notre pays. Alors à partir de là, nous, Assemblée nationale, nous devrions pouvoir être un exemple sur cette question. Enfin, sur la question de l'association des députés employeurs, je ne pourrais vous dire que toutes les bonnes énergies et les bonnes idées ne seront que bienvenues à partir de là. Oui, si il y a une réflexion, par exemple, sur un accord qui permettrait un accord, comment dire, un accord contraignant qui permettrait demain de mettre en place un certain nombre d'éléments d'infrastructure et d'idées permettant à la réflexion, à la sensibilisation et au retour d'expérience, elle serait bienvenue, bien sûr. Merci, monsieur. Qui veut intervenir de nouveau? Monsieur, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. À mon tour également de vous remercier pour cette table ronde consacrée aux questions du handicap. Effectivement, si on a pu avoir dans nos expériences personnelles, ça a été mon cas, des réflexions, notamment avec l'Association des paralysés de France ou sur d'autres maladies comme l'autisme, on n'avait pas encore eu l'occasion d'échanger vraiment autour d'une table ronde sur cette question-là dans le milieu professionnel à l'Assemblée pour les personnes qui soient usagers, députés, collaborateurs ou fonctionnaires personnels de l'Assemblée. C'est donc pour nous une très bonne initiative que nous tenons à saluer pour la CFTC. En fait, votre table ronde s'inscrit dans un processus de dialogue qui est quand même naissant, ou en tout cas dans la mesure où les collaborateurs n'y participent que depuis à peu près 2 ans. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément le recul, même pour des collaborateurs qui ont une ancienneté un peu plus forte, de processus similaires, puisque tout simplement les collaborateurs n'avaient pas une partie vraiment prenante et active dans un cadre de dialogue. Donc voilà, c'est ce que vous avez tout à l'heure rappelé. Il y a les groupes de travail comme celui-ci, et puis ensuite la nécessité d'un dialogue, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel nous insistons, puisque cela nous permet justement, organisations représentatives, syndicats, de nous exprimer, de faire part de ces sujets-là,
Donc c'est une excellente chose pour nous de pouvoir avoir un espace de discussion et d'échange avec vous. Sur une prise en compte suffisante, moi je vois qu'il y a quand même eu quelques efforts, quelques travaux qui ont été réalisés dans la question de l'accueil du public extérieur, notamment par l'accès du 33 Quai d'Orsay, avec la réfection de l'ascenseur des journalistes pour justement permettre à une personne en fauteuil roulant et d'être accompagnée de pouvoir accéder plus facilement aux questions. Évidemment, il reste encore plein de lieux, c'est très difficile. L'hémicycle est peut-être le plus symbolique. Vous avez peut-être le souvenir d'un parlementaire qui est toujours dans cette maison en situation de handicap. Je crois que sa collaboratrice sera auditionnée tout à l'heure dans l'autre table ronde. Ça n'est pas toujours facile, effectivement. On a quelquefois besoin d'avoir un auxiliaire pour l'accompagner, et ce n'est pas une personne qui est dans un fauteuil. Voilà, donc il y a effectivement une réflexion sur l'hémicycle, qui était effectivement un lieu historique avec ses contraintes, mais en même temps un lieu où la diversité des situations de validité devrait pouvoir être pleinement prise en compte. Et puis il y a encore des efforts à faire, effectivement. Mon collègue de la CFDT parlait des ascenseurs. Il y a effectivement des réflexions à avoir. Par exemple, il y a un ascenseur qu'on est depuis 2 ou 3 ans qui permet d'accéder à la salle Colbert. Ce n'est certainement pas l'accès le plus facile de toute façon pour arriver à l'Assemblée, puisque l'accès du 128 se fait avec des pavés qui sont pas tout à fait égalisés, comme dans la cour d'honneur après la réflexion des travaux. Voilà, il y a des choses encore qu'il faut faire, et c'est peut-être là où il y a un vrai effort sur l'environnement général d'accès à l'Assemblée. Et puis une question qui dépasse un peu le cadre stricto sensu de l'Assemblée en tant que telle, ce sont les abords extérieurs, puisque si vous regardez les stations de métro n'ont pas d'ascenseur, les stations de bus sont assez loin de l'accès immédiat à l'Assemblée, et donc vous avez beaucoup d'endroits encore où les trottoirs sont étroits, sont défoncés. Donc déjà pour arriver à l'Assemblée, il y a un vrai effort. Donc je sais bien que ça ne concerne pas que l'Assemblée, mais c'est quand même une réflexion aussi à avoir un petit peu en dehors. On ne peut pas être irréprochable juste à l'intérieur, mais que ce soit le parcours du combattant à l'extérieur. Nous, on a été attirés, notre attention a été appelée plusieurs fois sur l'accès, par exemple, de la présidence, qui n'est pas vraiment fonctionnel. Et ça, il y a peut-être une réflexion à avoir. Et puis enfin, sur la prise en compte des députés, par les députés, il y a beaucoup d'expériences personnelles là-dedans. Quand vous avez été confronté vous-même au handicap, votre regard change. Quand c'est quelque chose de loin, que vous n'en avez pas à la pratique ou l'habitude quotidienne, évidemment, vos habitudes, vos façons de faire sont un peu différentes. Sur l'association des députés employeurs, nous profitons de cet échange pour souligner qu'il y a visiblement, en tout cas c'est ce qu'on a cru comprendre, la création d'une deuxième association de députés employeurs en gestation, voilà, qui serait en train de naître, ce qui pour nous va poser beaucoup de questions effectivement dans les relations que nous pouvons avoir avec l'association de députés employeurs actuelle, pour savoir quel va être le cadre ensuite de dialogue et de négociation avec cette deuxième association. Mais évidemment, nous serons toujours partants pour échanger, dialoguer avec tout le monde et trouver des solutions, peut-être y compris sur la question du télétravail, qui peut être une solution quelquefois, mais qui ne doit certainement pas devenir une mesure d'isolement, puisque justement les personnes qui ont un handicap, qu'il soit physique ou autre, ont besoin justement d'avoir la continuité d'une vie professionnelle normale. Alors peut-être qu'effectivement il peut y avoir une mesure d'adaptation comme pour tous les salariés, mais il ne faut en aucune manière que ça devienne une mesure d'isolement. Voilà. Merci, monsieur. Qui veut intervenir? Madame, peut-être, oui, vous avez la parole. Merci. Donc effectivement, comme mes collègues l'ont rappelé, c'est la première fois qu'une table ronde sur la question du handicap est organisée à l'Assemblée. Et l'organisation de cette table ronde est déjà en soi très positif, qui est symbole d'une prise de conscience de la nécessité d'agir. Nous devons dessiner ensemble le bon diagnostic pour ensuite proposer des solutions adéquates. Le handicap est une aventure individuelle, parfois collective, qui peut bouleverser la vie à tout moment. Et je pense que ça, c'est aussi important de le rappeler. Sur la question que vous avez posée des problèmes que peuvent rencontrer spécifiquement les collaborateurs à l'Assemblée, le SNCP est parti d'une expertise, de plusieurs expertises, de personnes en situation de handicap, pour que nous puissions ensemble bâtir des solutions collectives. Vous le verrez, nous allons vous faire des propositions qui sont parfois très simples et donc potentiellement qui pourraient être appliquées rapidement.
La Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 pose l'obligation d'aménagement raisonnable des employeurs, et ce, à l'ensemble des étapes du parcours professionnel, que ce soit au moment de la formation, du recrutement, des installations, de la promotion. Et vous allez voir qu'ici, à l'Assemblée, cet aménagement raisonnable est parfois très relatif. Donc, nous allons d'abord vous montrer, nous allons voir les problèmes que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap tout au long de leur parcours à l'Assemblée nationale. Donc, tout d'abord, au moment du recrutement, lorsqu'une personne en situation de handicap arrive à l'Assemblée nationale, elle n'est pas du tout accompagnée. Elle est renvoyée vers l'association de fonds de gestion pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, que vous connaissez tous, la GFIP, qui a été créée en 1987 et qui permet de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Sauf que lorsqu'une personne en situation de handicap appelle la GFIP se trouve assez désemparée parce qu'en fait, il voudrait renvoyer le collaborateur vers les fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Donc encore une fois, nous avons ici un exemple de le statut hybride qui est le nôtre, ou le non-statut des collaborateurs parlementaires, où nos interlocuteurs à l'extérieur n'ont aucune idée de notre situation. C'est la raison pour laquelle nous vous faisons plusieurs propositions. Déjà, c'est pas la première fois que nous avons l'occasion de vous le dire, l'établissement d'un véritable statut de collaborateur parlementaire. Plus spécifiquement sur la situation du handicap, nous vous proposons de désigner un référent handicap pour les collaborateurs au sein de la gestion financière parlementaire. Cet interlocuteur unique serait alors chargé de répondre aux questions des collaborateurs et du député employeur et jouerait en fait le rôle d'une mission handicap que nous pouvons retrouver dans les grandes entreprises. Nous proposons également de désigner un référent unique pour l'Assemblée nationale au sein de la GFIP. Cela permettrait à la GFIP de mieux comprendre notre situation et également d'alerter l'ensemble des antennes départementales du fait que 577 permanences parlementaires peuvent potentiellement accueillir des collaborateurs en situation de handicap. Et ici, je voudrais rappeler que lorsque nous parlons du handicap, nous ne parlons évidemment pas que du handicap moteur, même si c'est le plus visible. La loi de 2005 définit 5 types de handicap. Donc il y a le handicap moteur, psychique, mental, sensoriel et les maladies invalidantes. Alors, je ne sais pas si vous avez prévu de rencontrer la GFIP. Il me semble que vous avez parlé de... Je pense que ça pourrait être intéressant. Oui, mais c'est pas vu. Très bien. Donc, par ailleurs... Nous rencontrons encore une fois un problème au niveau des statistiques. Donc si nous avons connaissance sur ce qu'on pourrait appeler le site de l'Assemblée nationale des collaborateurs qui sont du moins en situation de handicap moteur, nous n'avons pas les données statistiques particulières, notamment en circonscription. Et alors, je ne sais pas si la gestion financière pourrait, au moment du recrutement, demander si la personne est ou non en situation de handicap et nous faire remonter ces statistiques. Ça nous permettrait également de faire un suivi particulier de ces statistiques et de voir ou pas s'il y a une augmentation des embauches des personnes en situation de handicap. Car vous le savez, la loi impose effectivement que dans les entreprises de plus de 20 salariés, il y ait 6% de personnes en situation de handicap qui soient embauchées. À l'Assemblée nationale, cela peut évidemment pas être le cas puisque nous sommes considérés comme 577 TPE. Donc encore une fois, nous voyons que l'absence de statut des collaborateurs parlementaires peut nous empêcher d'avoir accès aux droits et en l'occurrence pour les personnes en situation de handicap. Par ailleurs, nous vous proposons d'organiser périodiquement des campagnes d'information et de sensibilisation pour améliorer le regard qui est porté sur le handicap. Des partenariats pourraient également, et je pense que c'est un point très important, être développés avec les établissements spécialisés pour l'accueil des élèves en situation de handicap et notamment la promotion d'élèves stagiaires. Je pense que mon collègue pourra vous en parler. Ça permettrait d'ouvrir à l'Assemblée nationale le regard que nous portons sur le handicap et de permettre aussi à ces futurs potentiels collaborateurs de leur montrer que c'est possible de venir travailler à l'Assemblée nationale malgré leur handicap. Enfin, et encore c'est une proposition toute simple, il faudrait formaliser l'ensemble de ces informations dans le livret d'accueil des députés et des collaborateurs.
Donc les solutions que nous proposons, vous voyez, sont simples et pour la plupart peuvent être mises en œuvre assez rapidement. L'Assemblée nationale se doit d'être exemplaire, mes collègues l'ont dit, et nous partageons évidemment ce propos, puisque nous considérons que l'émergence d'une société inclusive, moins individualiste, est une responsabilité collective qui engage chacun de nous. Merci. Ok, merci madame. Alors sur les statuts, je rappelle que nous sommes, donc depuis le début de notre mandat, sur cette affaire, et que les négociations vont au moins, on fera un top, il va y avoir un premier regard assez exhaustif dans 2 ans après le début. Donc voilà, donc le statut est en train de se construire. Donc on va pouvoir le rappeler pendant chaque séance si vous le voulez, mais il se construit. Voilà, et dans 2 ans, on aura une première feuille de route assez exhaustive qu'il faudra sûrement encore amender. Mais voilà, on est dans la construction. Alors, je vous rappelle aussi que, et je le redis, je redis ce que j'ai dit dans mon propos liminaire, le dialogue social se fait avec là où les associations employeurs, puisque on a eu un scoop ce matin. Merci, madame. Puisque moi, je suis administrateur de l'association employeur qui existait. Je ne savais pas qu'il y en avait une deuxième. Mais nous allons nous renseigner de toute manière. Qui veut prendre la parole? Monsieur, je vous en prie. Merci. Je voulais peut-être revenir sur la deuxième question de Madame la rapporteure par rapport aux situations rencontrées, pour en évoquer quelques-unes devant vous, et on pourra évidemment répondre à vos questions plus précisément. Donc un sujet qui paraît être anecdotique comme ça, concerne l'attribution des bureaux en début de législature. Vous savez probablement que cette question est traitée par les secrétaires généraux des groupes dans le cadre de la répartition qui a lieu. Et donc, ça incite le député qui aurait éventuellement un collaborateur en situation de handicap à devoir faire une demande auprès de son groupe. Et donc, si pour une raison ou pour une autre, notamment pour un premier mandat, il connaît mal le fonctionnement, c'est difficile d'aller voir son groupe pour faire une demande qui est finalement particulière pour un député qui a certes un collaborateur en situation de handicap, mais qui ne l'a pas recruté pour son handicap, qui l'a recruté pour ses compétences et qui ne tient pas forcément à ce que le handicap de son collaborateur rentre en ligne de compte dans des considérations politiques. Pour prendre mon exemple, quand je suis arrivé en 2012, moi, on m'a répondu que je ne pouvais pas avoir un bureau adapté. A priori, à ma connaissance, il y en a 2, notamment sur le bâtiment du 101 rue de l'Université. Moi, on m'a répondu que je ne pouvais pas avoir accès à ces bureaux parce que je n'étais pas député. Voilà, donc il y a quand même un petit sujet, sachant que donc nous proposerions que la gestion des bureaux PMR, donc adaptés aux personnes à mobilité réduite, soit gérée directement par les services de l'Assemblée nationale, ce qui suppose quand même que sur la proportion de bureaux, il y en ait un petit peu plus et à différents étages, puisque si on prend le cas des handicaps visuels, par exemple, il y a un problème d'espace. Il peut y avoir un problème de lumière, la nécessité d'être au premier étage avec moins de lumière ou peut-être un peu plus haut pour plus de lumière. Encore une fois, on voit bien par là la diversité des situations qui peuvent se présenter. Et l'avantage d'une recentralisation de la gestion des bureaux PMR par l'Assemblée nationale permettrait aussi de régler les situations des collaborateurs à mi-temps pour que les bureaux soient rapprochés, pour éviter des allers-retours et des pertes de temps qui sont quand même considérables aujourd'hui. On a des exemples
de bureaux qui se trouvent dans la partie centrale du 101 et d'autres bureaux qui se trouvent de l'autre côté, au 33 rue Saint-Dominique. Donc ça suppose, au niveau de la résidence, donc ça suppose de passer l'élévateur qui mène à la cafétéria. Donc ça suppose que cet élévateur soit correctement en fonctionnement. Donc c'est quand même une perte de temps dans le travail au quotidien. Il faut bien le dire. Et justement, sur le quotidien, en général, vous posiez la question tout à l'heure, madame, de savoir si il y avait déjà eu un travail de fait sur les questions d'accessibilité. Pour ma part, l'un de mes députés pour lequel je travaille depuis 2012 avait été rapporteur en 2014 de la loi mettant en place les agendas d'accessibilité programmés. Et à l'époque, je m'étais permis de faire un tour dans la maison pour lister un petit peu les points de difficulté. Et le diagnostic que nous faisons aujourd'hui se base sur les points relevés. Alors on pourrait revenir en détail sur les différentes zones de la maison, mais de façon générale, on peut lister les points suivants. Au 101 rue de l'Université, globalement, les portes, elles sont lourdes à pousser et elles se referment par ailleurs trop vite. Les élévateurs dont je parlais à l'instant, à ne pas confondre avec les ascenseurs, ils devraient faire l'objet pour nous d'une maintenance régulière et il faudrait qu'on puisse avoir le contact, et c'est pour ça aussi que l'instauration d'un correspondant handicap serait intéressant. Il faudrait qu'on puisse clairement établir la chaîne de transmission d'informations quand il y a des problèmes, à qui on s'adresse et quelle personne nous dit quand le problème est réglé. Aujourd'hui, on doit trop compter sur le fait que les fonctionnaires veuillent bien nous aider. En général, ça se passe très bien. Mais voilà, ça suppose d'avoir des relations interpersonnelles avec les gens qui font que finalement, rien n'est officialisé. Et ça peut poser problème. Autre souci qu'on peut relever comme ça de façon générale, ce sont les rampes d'accès, notamment à la salle des 4 colonnes. Aujourd'hui, très clairement, je le dis, elles sont trop dangereuses et pas aux normes. Et si souvent les agents m'aident, très clairement, on peut se poser la question aussi de savoir si c'est dans leurs attributions et ce qui se passerait si la manipulation se passe mal. Donc en termes de propositions, si toutes les campagnes de travaux intègrent désormais la problématique de l'accessibilité, ça vous a été rappelé la semaine dernière lors de l'audition des syndicats de fonctionnaires. Si ce n'est pas déjà le cas, nous aimerions la mise en place d'un plan pluriannuel d'investissement qui s'étale sur l'ensemble de la législature et qui prenne en compte cette question, et donc l'étalement, enfin le suivi de ce plan pluriannuel d'investissement pourrait être assuré par le bureau de l'Assemblée. Nous proposons également que soit réalisé un diagnostic des différentes sources lumineuses afin de s'assurer qu'elles soient cohérentes avec les normes définies dans les agendas d'accessibilité programmés de 2014. Là-dessus, c'est très précis et il y a différentes sources, différentes intensités qui doivent être respectées selon les endroits dans lesquels on se trouve. Et donc, pour pas trop prolonger mon temps de parole, je vous avais proposé à titre personnel, bien avant que nous sachions que notre organisation serait auditionnée, je vous avais proposé que vous m'accompagniez dans
tour de visite et donc le bureau du SNCP se joint à moi pour formaliser cette demande et donc je vous invite à me suivre quand vous le souhaitez et quand vos agendas vous le permettront. Juste si vous me permettez 2 petites minutes, un dernier point, il concerne la sécurité. Ça c'est vraiment un enjeu majeur. Moi, je n'ai rencontré un pompier sous la précédente législature que 3 mois avant la fin de celle-ci. Le monsieur est venu très gentiment dans mon bureau m'expliquer les cheminements à suivre en cas d'évacuation. Je n'avais jamais rencontré de pompiers avant. Je pense qu'ils connaissent mon existence puisqu'ils me voient. Mais là aussi, je ne sais pas quelle est la chaîne de commandement. Pareil, en début de législature, j'ai changé de bureau. J'ai cherché quand même à me signaler. Alors, j'ai réussi à le faire en me signalant auprès d'agents, etc. On m'a dit que le fait que j'étais présent dans les bâtiments avait bien été remonté. J'en ai jamais eu confirmation officielle. Là aussi, la question des mi-temps et de bureaux qui peuvent être très éloignés se pose en matière de sécurité. Moi, j'ai un de mes bureaux au 33 rue Saint-Dominique. Je peux vous dire que j'y mets très rarement les pieds, notamment parce que là-bas, on est très isolé. Et je ne vous cache pas que j'ai peur de ne pas pouvoir être identifié s'il m'arrive quoi que ce soit. C'est un vrai sujet. Et je suis plus rassuré quand je suis dans la partie centrale du 101. Voilà un petit peu les premiers problèmes à ce stade qu'on peut souligner. Merci, monsieur. Madame, monsieur. Oui. Merci, Monsieur le Président. On ne va pas reprendre déjà tout ce qui a été dit avec lequel nous sommes bien sûr d'accord. Effectivement, donc c'était la première table ronde. Nous, ce qui nous paraît, pour insister sur les points les plus importants, ce qui nous paraît essentiel, donc c'est voir 2 choses. C'est déjà au moment du recrutement des collaborateurs et ensuite, après, tout au long de l'exécution du contrat de travail. Donc pour le premier point, au moment du recrutement, il faut effectivement que les services de l'Assemblée soient parfaitement informés des différentes possibilités et puis également informent les députés pour que les députés n'aient pas de frein à l'embauche d'une personne en situation de handicap. Ça, c'est très important et c'est pour ça qu'il faudrait que, effectivement, comme ça a été dit, que dans le livret d'accueil et de façon aussi orale, on informe les députés, comme on va peut-être les informer de façon un peu plus soutenue sur les problèmes de harcèlement, qu'on les informe également de façon directe, pas simplement dans le livret qu'on ne lit pas forcément intégralement, mais de façon directe, qu'on informe les députés qu'ils peuvent embaucher de la même façon une personne en situation de handicap et qu'il y aura un aménagement. Donc l'aménagement qui pourrait se faire tout au long donc, de l'exécution du contrat de travail serait à voir avec nous ce que l'on souhaiterait, c'est-à-dire le médecin du travail. Il existe déjà in situ ce qu'on appelle le médecin de prévention pour les fonctionnaires. Nous savons qu'il a un peu de temps disponible, qu'il n'est pas pris à 100%, qu'il a un peu de temps disponible, qui pourrait servir aux collaborateurs d'une manière générale, pour les premières visites au moment de l'embauche, mais également qui servirait pour aider la personne qui serait référente au niveau du service de la gestion financière, qui l'aiderait dans l'adaptation du poste de travail, également dans toutes les difficultés du cheminement du collaborateur dans la maison. Et je crois que ce qu'il faut effectivement, c'est permettre ensuite aux députés d'adapter le temps de travail. Alors, les collaborateurs qui peuvent parfaitement travailler à temps plein, d'autres qui souhaitent un temps partiel, qu'on leur explique aussi, puisqu'il y en a quand même beaucoup d'employeurs, de députés employeurs qui emploient des collaborateurs à temps partiel, que les collaborateurs en situation de handicap peuvent à la fois être à temps partiel, mais également à temps plein,
en fonction de eux, de ce qu'ils souhaitent, de ce que souhaite à la fois le collaborateur et à la fois le député, et que justement on essaie dans la maison de faire tout pour adapter les postes de travail à ces différentes possibilités. Oui, merci madame. Oui, monsieur, vous avez la parole. Merci. Je voulais, voilà, je ne vais pas revenir sur tous les points qui ont été soulevés par mes collègues, mais c'est vrai qu'il nous semble important, dans une première étape sur ce travail sur la question du handicap, d'avoir des informations, donc notamment des chiffres sur la situation actuelle à l'Assemblée et une personne référente pour justement pouvoir traiter directement de ces questions. Et je voulais soulever aussi voilà, une question sur un point sur lequel on revient souvent dans notre syndicat solidaire, c'est la question du CHSCT, parce que finalement toutes les questions là qu'on est en train de soulever relèvent du CHSCT. Et donc, effectivement, c'est positif de voir qu'il y a cette table ronde sur la question du handicap, mais en intégrant les syndicats représentant les attachés parlementaires au CHSCT, on pourrait poursuivre et pérenniser ce travail sur la question du handicap. Simplement, donc, comme on poursuit cette réflexion avec nos autres camarades du syndicat, notamment fonctionnaires, je voulais souligner, ça paraît pas lié, mais si c'est lié, puisque c'est pour justement pérenniser ce travail sur la question du handicap, dans les textes du comité d'hygiène et sécurité fonctionnaire de l'Assemblée nationale, il est prévu, j'ai sous les yeux à l'article 20, que le président du comité donc peut inviter des experts ou des personnes qualifiées justement pour délibérer sur ces questions à l'ordre du jour. Donc il y a une possibilité d'expérimentation, mais il y a aussi une possibilité dans les textes du comité d'hygiène et sécurité d'intégrer des personnes qualifiées, à savoir les organisations syndicales. Donc voilà sur ce point. Et je finirai en soulignant, ça a été évoqué en introduction par monsieur le président, la question aussi des attachés de groupe. Alors on nous le répète assez souvent, là c'est un groupe de travail des collaborateurs de députés. Maintenant on le répète et le souligne, l'essentiel de nos collègues travaillant pour les groupes réalisent parfois le même travail, et en tout cas à l'Assemblée comme beaucoup d'attachés de députés. Voilà, merci. Merci, monsieur. Alors, le groupe de travail, la thématique du groupe de travail, c'est le handicap dans l'Assemblée nationale. Donc, tout le monde est concerné, hein, même les gens qui sont prestataires de services, notamment les fonctionnaires, les collaborateurs de groupes et de députés. C'est-à-dire que c'est un groupe de réflexion sur le handicap pour tous les gens qui ont accès, et donc même pour les députés aussi, et tous les gens qui ont accès aux différents sites de l'Assemblée nationale. Voilà. Messieurs les députés, est-ce que vous avez des questions? Oui, merci Monsieur le Président. On est là principalement aussi pour écouter. Alors je vous entendais sur l'information qu'on devrait donner aux députés nouvel arrivants. Je dois vous dire qu'on est pris dans un espèce de tourbillon. On fait le parcours initiatique de l'inscription et on passe dans les différents services. Effectivement, on a peu de visibilité, vous avez parfaitement raison, sur ce que l'on doit faire ou ce que l'on pourrait faire pour intégrer des collaborateurs avec un handicap. Vous évoquez, c'est le dernier intervenant, la notion de collaborateur de groupe. Bon, effectivement, la discussion de votre statut, c'est un sujet, c'est le sujet central. Et effectivement, beaucoup de travers font que, parce qu'il n'y a pas vraiment de statut, vous évoquez, madame, le cas vous êtes autant de TPE. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'interprétation, mais c'est vrai que c'est un peu comme ça qu'il faut le prendre, et est un vrai problème par rapport à cette gestion du handicap. Donc je voudrais revenir sur la notion d'attaché lié au groupe. On pourrait très bien envisager des obligations pour les groupes. Alors, je ne sais pas si ça existe ou pas, mais je ne pense pas. D'avoir recours à, je dirais, de faire appel ou d'avoir des obligations liées à l'intégration d'attachés en situation de handicap. C'est plus facile pour un groupe parlementaire que pour un député de manière individuelle, me semble-t-il. Donc là, déjà, on pourrait avoir, je dirais, une action, puisqu'il y a des groupes parlementaires qui ont beaucoup de collaborateurs,
déjà qu'on remplit cette obligation. Pour moi, ça serait déjà une piste intéressante par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'on manque d'informations. On peut avoir effectivement l'opportunité d'avoir dans son équipe un collaborateur handicap. Mais dans l'organisation quotidienne de notre travail, c'est parfois un peu compliqué. S'il faut une deuxième personne, moi je l'ai vécu dans le milieu entrepreneurial, où souvent on avait besoin d'une deuxième personne pour assister, mais ça se passait très bien, c'était une belle aventure. Mais voilà, moi je crois que, encore une fois, moi en tout cas, je suis là plus pour entendre. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame le rapporteur, de cette initiative, parce que c'est vrai qu'on a besoin de s'enrichir mutuellement de vos expériences. On a eu d'ailleurs l'occasion d'évoquer ce que vous évoquiez également, le problème de l'accessibilité à l'Assemblée. C'est vrai qu'on l'a dit déjà quand on a eu l'audition avec les administrateurs. C'est vraiment très limite l'accessibilité. C'est vrai qu'il y a des rampes, notamment vous évoquiez près de la salle des 4 colonnes. On est effectivement, c'est pas très sérieux. Alors je sais bien qu'on a les contraintes d'un bâtiment historique, mais franchement, il faut qu'on ait une vraie réflexion là-dessus et il faut qu'on vous accompagne là-dessus. Mais ce que je souhaiterais que l'on puisse retenir de ma petite intervention, c'est effectivement, à mon avis, la démarche doit être faite au niveau des groupes parlementaires. Parce que moi, je pense que là, on a une piste pour, en quelque sorte, remplir, je dirais, ce rôle d'intégration des personnes en handicap dans le cas de la fonction d'attaché parlementaire. Il me semble que ça serait un peu plus facile que pour le député pris individuellement. Voilà. Merci, monsieur. Oui, tu as la parole. Juste un mot, pour ce qui concerne les conditions d'accessibilité à l'Assemblée nationale, moi je peux vous assurer que pour recevoir de temps en temps des maires de la circonscription dans laquelle je suis élu, parfois je rougis un peu de voir ce que nous, en faisant la loi, nous imposons aux maires et aux collectivités locales que nous ne respectons pas à l'Assemblée nationale. Et je peux vous dire que c'est assez flagrant et que nous avons souvent des réflexions extrêmement sévères à ce sujet. Mais ce n'était pas l'objet de mon intervention. L'objet de mon intervention, c'est de dire que j'ai toujours ce souci depuis le début des travaux de ce groupe de travail, la première phase puis la deuxième phase maintenant, de bien intégrer les collaborateurs de circonscription qui peuvent aussi être en situation de handicap. Si le choix du député est de recruter une personne en situation de handicap, non pas comme vous l'avez très bien dit, parce qu'elle est en situation de handicap, mais parce qu'elle est compétente pour faire le travail qu'il lui demande. Et je dois avouer que dans nos permanences, c'est parfois aussi extrêmement compliqué d'avoir une personne à mobilité réduite. Ça impose aussi des aménagements qui ne sont pas tellement pris en compte par l'Assemblée nationale, de mon point de vue. Merci beaucoup, monsieur Lurton. C'est vrai qu'il y avait aussi le cas des collaborateurs de circonscription, puisqu'ils sont en lien de toute manière avec notre travail à l'Assemblée nationale. Alors, mesdames, messieurs, qui veut commencer à répondre? Alors, on va faire jusqu'à peu près 45-48, de manière à faire une pause pour pouvoir avoir le temps d'installer la deuxième table ronde. Donc, voilà, si vous pouvez faire un peu court pour que tout le monde puisse s'exprimer. D'accord? Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire très court. Tout d'abord, messieurs les députés, nous sommes, je pense qu'avec mes collègues, nous sommes complètement d'accord sur la question des collaborateurs de groupe, des collaborateurs de circonscription, mais prenons aussi en compte les collaborateurs de circonscription dans les Outre-mer. Il faut prendre en compte des questions archipélagiques par moment, géographiques et d'infrastructures. Pour certains territoires, bien sûr, nous ne sommes pas caricaturales, mais il faut les prendre en compte puisque leurs difficultés sont décuplées à certains niveaux d'accès, de visibilité, etc. Sur quelques points, il y avait 3 axes que je voulais citer très rapidement. C'est sur la question du maintien d'une personne handicapée dans l'emploi, à prendre en compte, puisque n'oublions pas que le handicap peut intervenir, comme le disait ma collègue de la SNCPFO, à tout moment de nos vies. Donc voir comment, dans un accord syndical, nous pourrions placer quelques éléments qui prévoiraient ce type de situation dans le temps. La question de voir, d'avoir, par exemple, un audit qui serait fait, par exemple, par l'AGFIP, serait un point à mettre en avant, puisque l'association de gestion des fonds de l'insertion professionnelle des personnes handicapées
a dans ses rôles et fonctions la possibilité d'accompagner, bon, bien sûr, une entreprise, mais peut-être que l'Assemblée nationale, en dehors d'une audition, hein, pourrait les consulter sur la mise en place d'un vrai audit avec un certain nombre de visites, de visibilité et puis de prise en compte d'éléments améliorés au sein des infrastructures et des différentes antennes de l'Assemblée. Merci. Merci, monsieur. Monsieur, je vous en prie. Oui, alors c'est peut-être pour réagir également à ce qu'ont dit mes collègues de différentes organisations. Quand tout à l'heure je parlais d'un cadre de dialogue à construire, il y a évidemment le cadre du dialogue social, mais il y a d'autres instances, ce que Solidaire a appelé, comme le CHSCT, où évidemment ces choses-là doivent être discutées. On ne l'a pas forcément redit, puisque ce sont des discussions qu'on a régulièrement, sur lesquelles on nous dit qu'on ne peut pas. Et alors, bon, on continue à penser que ce serait en tout cas utile que les collaborateurs qui sont 2000, alors évidemment 2 tiers en circonscription, dans toutes les circonscriptions, mais également pour donc près de 800 à l'Assemblée, puissent à un moment dire ce qu'eux vivent, et puis ce qu'ils entendent quand il y a des groupes qui viennent, puisque très régulièrement, les collaborateurs accueillent des visiteurs, que ce soit pour des rendez-vous, que ce soit pour des visites de l'Assemblée. Donc on a aussi un retour, une expérience qui pourrait être prise en compte. Sur la santé au travail, il est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à améliorer. On nous envoie vers des centres à l'extérieur parce que visiblement le médecin de l'Assemblée n'a pas les habilitations pour cela, mais il y a peut-être effectivement un rôle plus accru de santé au travail à développer, en tout cas à l'intérieur de nos murs. Et puis il y a une vraie réflexion, mais là aussi ça fait partie de discussions qu'on a régulièrement dans les groupes de travail et d'échange sur une baisse peut-être du nombre de députés et le redéploiement des bureaux. Il est vrai qu'aujourd'hui il y a quelques bureaux adaptés pour les PMR. Si demain il y a moins de députés, qu'est-ce que vont devenir ces bureaux? Est-ce qu'on va rester sur un statu quo actuel, ou est-ce qu'on va profiter d'une diminution hypothétique du nombre de députés pour avoir une vraie réflexion sur l'organisation des espaces de travail, la place des collaborateurs? Est-ce que le Parlement français, l'Assemblée nationale, va être la seule à mettre 4 salariés dans 12 mètres carrés? Quand vous voyez le Parlement français, quand vous voyez le Parlement allemand, il y a des conditions de travail qui sont quand même beaucoup plus agréables pour les personnes en situation de handicap, bien sûr, pour les collaborateurs d'une manière générale. Donc il y a une vraie réflexion plus générale à avoir sur le redéploiement des bureaux dans les législatures à venir, en tenant compte effectivement d'une baisse de députés qui, espérons-le, et en tout cas du point de vue de la CFTC, il ne doit pas s'accompagner par une baisse du nombre de collaborateurs. On voit bien aujourd'hui qu'à 3 ou 4 collaborateurs, c'est déjà très tendu. Donc si demain il y a moins de députés, des circonscriptions plus grandes et pas plus de collaborateurs, à mon avis, la démocratie aurait à en souffrir. Et en tout cas, ça ne servirait pas à la qualité du travail législatif. Merci, monsieur. On reprendra donc cette question lorsque le nombre de députés sera débattu et qu'il aura baissé. Pour l'instant, c'est 577. Et moi, pour ma part, je souhaite qu'il reste à 577. Donc, cette question sera débattue quand elle sera d'actualité, si vous le voulez bien. Madame, vous vouliez intervenir, je crois, non? Merci. Sur la question de l'effectif d'assujettissement, monsieur le député, dont vous parliez par rapport à l'obligation pour les groupes parlementaires qui pourraient être mise en place, en fait, la loi de 1987, comme on l'a rappelé, impose que toutes les entreprises de 20 salariés ou plus, ont 6%, doivent avoir 6% de leurs employés en situation de handicap. Aujourd'hui en France, 78% des entreprises de 20 salariés et plus appliquent cette obligation. Donc, en fait, les groupes à l'Assemblée nationale qui ont plus de 20 salariés ont une obligation d'employer au moins 6% de leur effectif en situation de handicap. Par ailleurs, si vous me le permettez, je voudrais revenir sur une problématique que nous n'avons pas encore soulevée, qui est celle du transport, parce que l'accessibilité sur le lieu de travail suppose en amont d'évoquer l'accessibilité au lieu de travail. Et la question est d'autant plus importante pour les collaborateurs parlementaires qui ont, vous le savez, des amplitudes horaires souvent très larges, variables, ce qui fait que nous ne pouvons pas
bénéficier des dispositifs de transport public lambda. Je pense par exemple pour le cas de Paris à PAM 75 qui est donc un service public de transport pour les personnes à mobilité réduite. La problématique se pose évidemment en circonscription également. C'est pourquoi nous vous proposons deux solutions. D'une part, pérenniser une solution qui a déjà été proposée par la Questure et nous tenons à remercier le dispositif, la Questure pour le dispositif qu'ils ont mis en place, à savoir qu'ils ont pris en charge la question le transport des collaborateurs en situation de handicap. Donc nous souhaiterions que ce dispositif puisse être pérennisé pour l'ensemble des collaborateurs, notamment en circonscription. Et nous vous proposons également d'étudier la possibilité de passer un marché public qui permettrait la prise en charge par une société de transport adaptée pour l'ensemble du personnel, donc évidemment les collaborateurs parlementaires, mais pas que, également les fonctionnaires et l'ensemble des personnels de l'Assemblée nationale. Merci madame. Monsieur, oui, j'en prie. Merci. Je voulais juste compléter et répondre, pour répondre aux questions de messieurs les députés. La difficulté à recruter des collaborateurs en situation de handicap, elle ne tient pas que de l'environnement. Elle tient aussi du fait qu'il y a difficilement un vivier aujourd'hui. Et ça, c'est lié plus globalement à la difficulté qu'on a en France de permettre à des personnes en situation de handicap de pouvoir faire des études et des longues études. Aujourd'hui, c'est quand même difficile d'avoir des personnes en situation de handicap qui arrivent à avoir un niveau de qualification qui correspond au niveau de qualification qu'on est en droit d'attendre d'un collaborateur parlementaire. Mais ça, c'est beaucoup plus large, ça dépasse notre cadre, mais ça me semblait important de le souligner pour pas qu'on reste ici sur l'idée que la difficulté de recrutement est liée uniquement à l'environnement. Ok, merci monsieur. Monsieur, oui, je vous écoute. Un tout petit mot simplement sur le volet un peu des propositions. J'ai oublié avant de mentionner cette proposition qu'on souhaite vous faire. Le prochain CHS se tiendra le 30 mars. On souhaiterait donc effectivement être invité pour parler des questions du handicap et aussi de la question des travaux au 101. Voilà pour la proposition concrète. Et simplement pour finir, on pense, pour rebondir sur les interventions de messieurs les députés, qu'effectivement il est important d'avoir davantage d'informations pour les députés, aussi bien sur les obligations, mais que sur les aides à l'embauche, puisqu'elles existent. Donc voilà, ces deux volets sont importants. Voilà, c'était tout. Bien, merci, mesdames et messieurs. Madame la rapporteure, vous voulez ajouter quelque chose ? Une minute. Moi, je voulais simplement dire que ce travail, c'est un travail de coproduction et on est parti pour un chantier de 2 mois. Donc, vous avez toute l'attitude de nous adresser des contributions. N'hésitez pas, elles seront examinées avec beaucoup de bienveillance. Oui, c'est en principe le principe. Je réitère mes remerciements. Merci pour tous vos apports dans le débat et nous allons bien sûr en tenir compte. Je vous propose de lever la séance et pour mesdames, messieurs les députés de prendre quelques minutes de pause pour réentamer à 11h précisément, à 10h, pas 11h, 11h heure de l'Est, à 10h, donc la deuxième de l'Ouest, d'où on veut, à 10h, la deuxième séance de table ronde. D'accord ? Merci.